Merci Clarisse. Bonjour à tous. Voilà, donc je vais introduire cette plénière du Conseil scientifique, comme Clarisse l'a rappelé, et en essayant d'introduire la force et le côté obscur, le point fort et les limites de la médecine qui est basée sur les risques. Voilà, je vais essayer de vous démontrer ça. D'abord quelques définitions pour rentrer dans le vif du sujet. En fait, les philosophes, les sociologues, les psychologues définissent, les épidémiologistes définissent le risque comme la possibilité ou la probabilité d'un événement aux conséquences négatives. C'est à la fois une probabilité et une valeur négative. Le risque, en fait, il actualise, il rend présent un événement qui n'existe pas. Et ça, c'est très important de toujours se rappeler ça, parce que vous verrez que ça a des conséquences en pratique dans notre rapport au monde et notre rapport aux soins. Donc il actualise, il rend présent. Alors c'est bien sûr une tentative de baliser l'incertitude et de prédire l'avenir, et bien sûr on retrouve la logique de prévention, la maîtrise du futur, mais aussi dans l'histoire des sciences, on sait que les risques sont très liés au développement des assurances en fait, dans les débuts du XXe siècle. Voilà, les risques, bien sûr, ils ont une perception très variable et dépendante de nombreux facteurs culturels, psychosociaux. On va en parler un petit peu. Donc, pourquoi cette plénière? Parce qu'en médecine, qu'est-ce qu'on fait tous les jours quand on prescrit de la vitamine D aux nourrissons, quand on vaccine, quand on traite par antibiotique un patient avec une angine, quand on traite un patient diabétique, quand on examine, on ausculte, on dépiste, quand on lit la notice des effets indésirables. Et bien en fait, tout ça, c'est de la prévention des risques ou la prévention de complications de maladies. On est là dans une logique de prévention et donc dans une logique des risques. Les risques sont omniprésents en pratique, de la prévention primaire à la prévention quaternaire. Alors, commençons par l'intérêt de cette approche, avant d'en parler des limites. Eh bien, cette approche, comme là vous avez devant vous des aides à la décision qui expriment du coup les risques des patients. Là, à gauche, le risque cardiovasculaire selon le Framingham, puis à droite, une aide à la décision pour le dépistage du cancer colorectal. Donc voilà, quel est l'intérêt de ça? Eh bien, en fait, le problème qu'on a en médecine et que je voudrais vous soulever ici, c'est qu'on dit tout le temps « ça peut ». J'appelle ça le problème du « ça peut ». En fait, par exemple, vous prenez une recommandation, les angines à streptocoque peuvent donner des complications. Le diabète peut provoquer des complications. Voilà, peut. On est tout le temps dans le peut. Sauf que peu, ça ne veut rien dire. Parce que, comme disait un comique que je ne citerai pas dans cette période de Covid, on a une chance sur 1 million de se faire mordre par une souris enragée. Bon, ça peut. Gagner au loto, il y a une chance sur 13 millions. Pile ou face, il y a une chance sur 2. Ça peut. Le ça peut n'est pas éclairant pour prendre une décision. Un exemple qui m'est cher, le traitement du diabète de type 2, quand on vise une hémoglobine glyquée à 7% pour les patients, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on prend un patient de 65 ans qui est diabétique depuis 10 ans avec une hémoglobine glyquée à 8%, eh bien, son risque de cécité est estimé à 2,7% dans les 10 ans. Eh bien, quand vous lui dites qu'il faut passer à 7%, en fait, derrière ça, implicitement, vous avez une réduction d'un risque de 2,4%. Vous passez de 2,7 à 2,4%. Une diminution de 0,3%. Donc vous voyez, ça change un petit peu de perspective. Le risque, il nous fait rentrer dans une réalité qu'on n'avait pas forcément vue dès le départ. Et si on veut aller plus loin, par exemple, quand on vise 7% dans l'étude du KPDS, à la fin, au bout de 10 ans, par rapport à 8%, d'abord, 46% des patients avaient une complication diabétique. À 8%, et quand on traitait les patients diabétiques et qu'on passait à 7%, on avait encore 41%. Donc, vous voyez, avec cette notion, vous voyez bien que 7%, c'est pas la panacée, ça réduit un risque relatif éventuel de 11%, mais 41%, malgré une hémoglobine qui est à 7%, feront des complications. Et donc, on change de perspective, on rentre un peu plus dans le réel, en fait, de ce qu'on fait. En fait, aujourd'hui, les travaux sont innombrables dans les risques et dans la décision. On sait qu'aujourd'hui, une information qui est éclairante pour la décision, elle doit se baser sur des probabilités d'événements
en termes de risque absolu et sur une période de temps bien précisée, parce qu'on va voir que c'est important. 1 an, 5 ans, 10 ans, voire plus, pour une population donnée, donc, parce qu'on appelle ça la classe de référence, et puis bien sûr en comparant différentes options. Je vous renvoie aux critères de l'IPDAS qui sont maintenant bien connus. Donc l'intérêt de l'approche basée sur les risques, en fait, elle permet de délivrer une information qui est plus proche de la réalité que ça peut, qu'il faut passer à 7%, il faut viser 140, il faut viser ça n'est pas assez éclairant. Donc on a une meilleure appréhension de la réalité, c'est une information qui est plus transparente, plus honnête, a priori plus éclairante et moins confuse, mais on va en parler après, c'est en théorie. Et puis le bénéfice-risque est une notion quantitative, car elle est estimée de façon populationnelle. Donc quand on veut parler de bénéfice-risque, on est obligé de parler de chiffres. Alors cette prise de conscience, cet accent sur les chiffres, elle rend plus acteur et autonome le patient dans sa décision, qui en fait, elle révèle l'implicite et les valeurs du patient et du médecin. Elle permet donc une meilleure réelle décision partagée, de discuter. Elle montre mieux les tenants et les aboutissants des décisions, et elle permet un choix plus conforme aux valeurs. Voilà, ça c'est bien établi, et c'est pour ça que cette approche basée sur les risques est maintenant celle que l'on promeut dans nos enseignements, dans notre pratique. Menons-en aux limites et aux côtés obscurs de cette approche, parce qu'en fait ça ne résout pas tout. Ça soulève d'autres questions. Je reprends la même diapositive. Tout à l'heure, j'avais parlé de la force de l'approche basée sur les risques, et bien la même diapositive avec les limites. Parce qu'en fait, quand vous voyez ces chiffres-là, on pense que c'est plus éclairant et en fait, on n'est pas sûr. D'abord, l'estimation du risque est très variable, selon les équations que vous choisissez. C'est inhérent à la mesure. Vous avez ici une estimation selon Framingham. Vous voyez, en rouge, vous avez les risques à 10 ans d'événements cardiovasculaires. Si vous prenez d'autres équations, à 5 ans, vous avez une autre façon de présenter les choses. Donc, en fait, on voit bien que ça peut être variable, et je pense que le professeur Zourek nous expliquera ça mieux que moi. Donc, c'est inhérent, le risque est inhérent à une population donnée. Les facteurs de risque qui sont mis dans une équation, selon ce qu'on met dans le modèle. Bien sûr, dépendant des critères de jugement. Pour l'équation SCORE, par exemple, c'est la mortalité cardiovasculaire qui est le critère de jugement. Et puis, sur une période de temps, parler de un risque à 1 an, 10 ans, 30 ans, c'est pas la même chose, évidemment. Deuxièmement, la perception du risque est très variable, selon l'histoire, les cultures, le contexte. Ça a été abondamment démontré par de nombreux auteurs. L'interprétation des valeurs numériques est compliquée. En fait, pour le cerveau humain, en fait, un chiffre est difficile à interpréter, sensible aux effets de cadrage. C'est ce que je vous disais, par exemple, sur la notion de temps, la façon dont on présente les informations. Le calcul des probabilités est difficile, on appelle ça la numératie. Alors, Julie Dupuis avait une étude à présenter, je ne sais pas si elle sera faite ici, pour essayer de mesurer cette capacité à comprendre les chiffres et les calculs. Les perceptions sont dépendantes des émotions qui sont associées au risque, à l'expérience personnelle ou même d'un proche. Elle est liée au problème de la gestion de l'incertitude et des biais cognitifs. Alors, les problèmes liés aussi à la médecine des risques, c'est qu'en fait, on a toujours cette phrase par les patients, et moi, et moi, et moi. Ça veut dire qu'un risque, il est populationnel, il est mesuré en population. Et la question, c'est, est-ce que moi, je suis le rond bleu, ou je suis le rond rouge? Qui suis-je? Et cette question, on ne peut pas le savoir, justement. Par définition, il y a une incertitude qui est impossible à... On peut juste estimer un risque en population. Et puis, un risque, ça n'a vraiment pas beaucoup de sens sans le comparer à d'autres risques. Et ça, c'est un message important que je voudrais faire passer ici. C'est que quand je vous dis à vous, votre risque est de 3% à 10 ans, dans votre tête, il ne se passe rien. Vous ne comprenez rien, mais et alors? Si je vous avais dit qu'il est à 1%, à 5%, à 10%, qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est extrêmement variable et c'est confus. Par contre, si je vous dis par rapport à quelqu'un qui a 20 ans de moins, par rapport à quelqu'un qui ne fume pas,
par rapport à quelqu'un ou d'autres risques, par exemple, le risque cardiovasculaire peut être comparé au risque de cancer, au risque d'accident de la route, au risque... Et là, vous avez un référentiel qui vous permet de mieux appréhender le risque. Donc ça, c'est un message très important. Et puis, on est aussi dans une médecine qui commence à s'intéresser à des risques de plus en plus faibles. Et ça me paraît être un peu un des risques de la médecine. En fait, on est rentré dans une ère, depuis, les sociologues disent depuis à peu près 50 ans, on est rentré dans une société du risque. En fait, si on réfléchit bien, tout est risqué. Parce que le risque, c'est une fonction continue. Il n'y a pas de seuil. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une chance sur 1 million ou une chance sur 2, c'est un risque. Et en fait, à la limite, dès qu'on commence à vivre, on a un risque de mourir. Voilà. Et en fait, c'est ça qui est compliqué avec le risque, c'est comme il actualise un événement à long terme, et la mort est certaine, en fait, cette notion en fait, est problématique. D'autant plus qu'on est maintenant dans un... Je ne sais pas si vous constatez comme moi, mais tout devient un problème de santé publique. Dès qu'on commence à lire un papier, ce problème est un problème de santé publique majeur, et en fait, mais... Si tout est un problème de santé publique, rien n'est un problème de santé publique. On n'a plus de hiérarchisation dans notre façon de penser. On a affaire maintenant dans la littérature, je ne sais pas si vous la lisez aussi, mais il y a énormément de risques de plus en plus faibles, avec des risques relatifs de 1,10, 1,20. Il y a des milliers de risques. Par exemple, si vous faites facteur de risque dans PubMed, entre 90 et 2001, vous avez la courbe des publications par rapport à ça. En fait, c'est sans fin. En fait, le risque est sans fin. Alors, est-ce que ça ne crée pas une société anxiogène ? Paradoxalement, on veut maîtriser notre avenir, mais du coup, en actualisant un risque futur, eh ben, c'est un peu angoissant. On vit dans un monde risqué. Et ça, voilà. Et puis, vous avez le principal problème de cette approche centrée sur le risque, c'est qu'on peut médicaliser tout. Tous les aspects de la vie peuvent être risqués. Vous voyez, on n'a pas le droit de manger ci, pas le droit de manger ça, il faut fermer ci, il faut fermer ça. Vous voyez, la santé publique peut devenir un peu, on appelle ça l'inflation de la santé publique, qui médicaliserait l'ensemble de nos comportements et de notre vie. Donc c'est une prévention sans fin et bien sûr tous les problèmes de surdiagnostic et surtraitement. Je prends cet exemple qui me paraît un peu intéressant. Santé publique France estime à 40 000 décès par an l'impact des particules fines en France métropolitaine. 40 000 décès par an. Bah, écoutez, franchement, je n'ai pas l'impression qu'on s'en préoccupe tous les jours de ce problème. Hein. Enfin, 40 000 décès par an. Alors, par contre, il y a des risques, on s'en occupe tous les jours. Par exemple, quand on vaccine contre la méningite, c'est à peu près un risque 1 pour 100 000. Ça, on est très attentionné et c'est juste, il faut le faire. Mais on est interpellé avec cet écart entre... Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on ne fait rien parce qu'on ne peut pas agir dessus, vous allez me dire. Peut-être. Mais quelque part, est-ce que ça ne nous inviterait pas à hiérarchiser notre approche dans notre pratique en faisant attention aux risques qui ont beaucoup de poids, qui sont importants, donc le tabac, l'alcool, par exemple, et peut-être pas se laisser détourner par des risques de plus en plus faibles. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps dans notre consultation d'aborder l'ensemble des risques. Pour finir, une petite ouverture philosophique. La notion de risque, elle nous renvoie à une question, qu'est-ce que la maladie ? Qu'est-ce qu'être malade? Et on sait très bien qu'en fait, avec les risques, on peut rendre un malade quelqu'un qui s'ignore. Le retour du Dr Knock, et je vous engage à relire Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, qui exprime très bien qu'en fait, on est d'abord malade parce qu'on se sent malade. Et pas parce que quelqu'un nous dit que vous êtes à risque d'être malade. Voilà. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire être à risque? Est-ce que c'est équivalent d'être malade? Point d'interrogation. Et puis, qui c'est qui décrète qu'on est à risque? Et encore pire, qui c'est qui décrète qu'on est à haut risque? En fait, dans l'équation SCORE, le risque cardiovasculaire, les patients sont à très haut risque à partir de 5% de mortalité à 10 ans. Mais quelque part, pourquoi 5%? Pourquoi pas 1% ou 10%? Enfin, qui c'est qui a décidé en fait que c'était 5%? Personne. Enfin, le groupe de recommandations. Et il y a des articles, par exemple, qui disent attention, ne pas appeler au risque n'importe qui, parce qu'en fait, c'est un petit peu subjectif. Et puis, qu'est-ce qu'on fait des vécus des patients? Par exemple, quand vous dépistez un anévrisme de l'aorte abdominale et qu'il faut le mesurer tous les ans, il faut surveiller son évolution, les patients disent moi, maintenant, je vis avec une bombe dans mon ventre qui peut exploser à tout moment.
quelque part, il devient angoissé, il n'était pas malade et il se retrouve avec une maladie potentielle. Ça pose des questions et ne faudrait-il pas faire attention à cette prévention de l'anxiété qui sont liées au risque? Puis enfin, ça ouvre sur les problèmes de la médecine prédictive. Faut-il toujours tout savoir? Et ça, c'est un débat il faudrait ouvrir une plénière entière pour ça. Qu'est-ce que ça signifie quand on vous dira à la naissance que vous mourrez à 40 ans d'un AVC, d'un cancer? Qu'est-ce que vous en ferez de ce chiffre pour vivre? Et ça, c'est des questions qui ne sont pas totalement résolues aujourd'hui. Voilà, en guise de conclusion, je vous laisse quelques citations et je vous remercie pour votre attention.